Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et Adam s'embarque avec son fils John Quincy qui a 10 ans. Il veut que le garçon voit le monde, qu'il comprenne ce qu'est la politique, pas dans les livres, mais dans la vie réelle, encore une fois, l'expérience. La traversée est un enfer, la mer est mauvaise, les vents contraires, les premières semaines ressemblent à un interminable roulis, on dort mal, on mange mal, on doute, on est malade, puis survient donc la tempête, une vraie tempête, une qui fait craquer les mâts, une qui projette des hommes par-dessus bord, une qui déchire les voiles, transforme le pont en scène de véritable chaos. Adam c'est malade comme un chien et pourtant il est partout, à sécuriser des caisses, à encourager les marins, à aider à écoper, à soutenir les blessés. Il montre un courage que même le capitaine n'attendait pas, c'est incroyable. Et une nuit, alors qu'un navire britannique est signalé à l'horizon, Adams s'empare d'un mousquet et se tient prêt à se battre. Le capitaine, stupéfait quand même, lui demande s'il compte vraiment affronter la marine royale à 10 contre 1, et Adams répond simplement « Si je dois mourir, je mourrai en homme libre ». Et cette phrase, son fils ne l'oubliera jamais. Quand il arrive enfin en France, parce qu'ils finissent par arriver quand même, Adams découvre un monde, mais alors là, à l'opposé du sien. Privés de liberté, les Français. Mais pas du tout. Ils vivent à la cour, dans le faste, les salons, les intrigues, on y discute, on y pose, on y séduit. Bon, il voit que la haute société, bien sûr. On aime l'esprit, on aime l'élégance, les bons mots, bref, tout ce que John Adams n'a pas, évidemment. Et surtout, il va découvrir un autre Américain, Benjamin Franklin. Franklin, en France, c'est une star, un mythe vivant. Les salons se l'arrachent, les femmes l'adorent, les philosophes le vénèrent, les ministres le respectent. Son tic de vieux sage, son humour, sa bonhomie, Franklin charme absolument tout le monde. Adams, lui, il inquiète, il dérange, il parle de discipline, d'effort, de sacrifice, d'éthique. Il est chiant. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'a aucune patience pour les jeux de salon. Il veut des bateaux, de l'argent, des armes. Franklin veut que les Français tombent amoureux de l'Amérique. Donc les deux hommes ne sont pas du tout faits pour s'entendre, je ne vous le cache pas. Ils se respectent, mais ils s'agacent en fait. Adams trouve Franklin trop mondain, trop souple, trop manipulateur. Franklin trouve Adams trop rigide, trop sérieux, trop impatient. La France, elle, préfère, à votre avis, Franklin, bien sûr. Et Adams le sent et il en souffre. Il se demande parfois s'il n'aurait pas mieux fait de rester auprès d'Abigail. Voilà ce qu'il lui écrit. Mais l'histoire a besoin de lui, l'histoire avec un grand H. Parce que tandis que Franklin charme les salons, mais ça ne sert pas à grand-chose en réalité. Adams travaille. Il travaille comme un forcené. Il examine les comptes, il surveille les traités, il corrige les traductions. Alors qu'encore une fois, il ne parle pas français, mais il apprend. Il repère les incohérences, il renforce les liens avec les ministres, il sécurise les convois maritimes. Il n'a pas le style, il n'a pas l'efficacité. Et c'est ce mélange improbable, en fait, des deux, Franklin, le séducteur, et puis Adams, le bulldozer, qui finalement finit par porter ses fruits. Et la France reconnaît officiellement les États-Unis. Des navires quittent ses ports, des armes arrivent en Amérique, des officiers comme le marquis de Lafayette partent rejoindre Washington. Et puis vous avez, en fait c'est le monde privé qui va envoyer des armes, des bateaux, de l'argent, etc. C'est pas, l'argent vient un peu de la caisse du roi, donc de l'État, mais pas tant que ça en réalité, en tout cas pas les armes. Et vous en avez plein de connus, notamment l'auteur du Mariage de Figaro, qui s'occupera de contrebande d'ailleurs. Et dans l'ombre, Adams comprend une chose quand même essentielle. La guerre, et c'est assez important à comprendre parce que cette Amérique-là, qui est en train de naître, ces États-Unis qui sont en train de naître à ce moment-là, n'ont pas réellement changé, en réalité, si on regarde bien. Donc il comprend que la guerre ne se gagnera pas seulement sur les champs de bataille, mais sur les bureaux ministériels d'Europe, dans les bureaux, en gros. Alors vient ensuite la mission la plus improbable de sa vie, négocier un prêt maintenant, il faut de l'argent, du gros argent, pas forcément un petit peu d'argent comme la couronne française, mais du gros argent. Donc il a besoin d'un prêt avec les Provinces-Unies, c'est eux qui ont l'argent. Si c'est pas l'Angleterre, ça peut être que les Provinces-Unies, la future Hollande. Un petit pays, mais une grande puissance financière, un pays prudent, qui est lent à se décider, méfiant des révolutions, un pays qui au début ne veut même pas recevoir Adams.
on le snobe, on le renvoie, on le laisse attendre dans des antichambres glacées. On le traite comme le représentant d'un pays imaginaire, d'un faux pays. Mais il ne cède pas, il écrit, il parle, il argumente, il s'invite même dans des réunions où on ne l'attend pas. On murmure même qu'il est en train de devenir fou, et puis peu à peu, par épuisement, presque, par admiration parfois, par calcul aussi, les banques hollandaises se laissent convaincre. Et elles signent un prêt colossal pour l'époque, le premier véritable financement de la jeune nation américaine. Sans ce prêt, la révolution se serait certainement effondrée. Et avec lui, elle reprend souffle. Et quand Adams envoie la nouvelle à Abigail, il écrit simplement « J'ai fait ce que je devais, nous tiendrons ». Il ne dit rien de ses nuits sans sommeil, de ses crises de nerfs, de sa santé déclinante, il a été très malade, de sa grave maladie qui a failli l'emporter, ni de son sentiment d'être un étranger partout où il est, que ce soit en Amérique, pour avoir trop vécu en Europe, et en Europe pour être trop américain finalement. Quand il revient aux États-Unis, Adams est changé, c'est un autre homme. Il est plus dur, plus lucide, plus fatigué aussi. Mais il rapporte quelque chose que peu de gens peuvent comprendre, c'est la conviction que l'Amérique ne pourra survivre que si elle apprend à exister dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette conviction, bientôt, il va devoir l'appliquer depuis le sommet du pouvoir. Parce que oui, la guerre est finie. La nation naît dans la douleur, il ne faut pas se le cacher. Ils n'ont plus d'argent, il n'y a plus rien, mais il y a une question gigantesque qui se pose maintenant. Qui va diriger cette république ? Et quelle forme va-t-elle avoir ? Eh bien la réponse, Adams va la vivre dans sa chair. On est en 1789. Une date qui est importante pour nous. La Constitution américaine vient d'être ratifiée. Le pays, encore très fragile, encore très pauvre, encore éclaté, doit maintenant devenir une nation réelle, un gouvernement, une structure. Et comme souvent dans les grandes naissances, tout le monde regarde un seul homme, forcément le plus brillant, celui qu'on a vu et qui a gagné les batailles, George Washington. Lui seul peut être le premier président. Et d'ailleurs, ça ne fait pas débat. Son nom est associé à la victoire, à la vertu, à une forme presque mythique de sagesse militaire. Mais juste derrière Washington, comme une ombre fidèle sans jamais être valorisée, arrive John Adams, tout simplement. Adams est élu premier vice-président des États-Unis. Alors personne ne sait vraiment ce que ça signifie. Il n'y a pas vraiment de modèle, pas de précédent, pas d'attribution claire d'ailleurs. Washington est statuaire. Adams, lui, il parle. Alors trop, diront certains, juste ce qu'il faut, dirait-il. Il invente en fait le rôle dans un certain chaos. Il est conseillé par personne, ça alors là, certainement pas. Il n'est pas aimé de beaucoup. Il est écouté de temps à autre, pas toujours. Il s'affaire sur les rituels, il s'affaire sur les formes, sur l'étiquette officielle de la Nouvelle République. Il veut donner à ce pays une dignité comparable aux nations européennes. N'oubliez pas qu'il les a connues. Et il les a vus, il a vu comment ça se passait, il veut un décorum, il veut une stature, il veut une image. Alors on se moque de lui, on l'appelle « his rotundity », sa rondeur, à cause de sa corpulence et de son obsession pour les titres officiels. Et vous imaginez bien que les caricaturistes s'en donnent à cœur joie. Et alors Adams encaisse, et il continue, il croit à ces formes-là, il croit qu'un pays qui naît a besoin de symboles. Et si vous écoutez l'interview que j'avais faite avec Emmanuel de Varesquiel sur la force des symboles, c'est exactement ça. Il a tout compris. Et puis surtout, il découvre, impuissant, que le pouvoir réel n'est pas entre ses mains et qu'en fait, Washington l'écoute rarement. Hamilton le méprise et Jefferson l'évite carrément. Alors Adams se replie sur ce qu'il sait faire, réfléchir, écrire, analyser, et défendre ce qu'il croit juste. Washington s'en va, Adams reste. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.